et bienvenue à cette 17e édition du Rendez-vous avec l'Autorité des marchés financiers. Je suis Kim Lachapelle, vice-présidente stratégie, risque et performance de l'Autorité des marchés financiers et pour l'occasion, votre maître de cérémonie. C'est avec un immense plaisir que nous vous accueillons aujourd'hui au Palais des Congrès en personne. Cette année, l'événement sera d'une durée de 3h30 avec une courte pause. D'abord, le président directeur général de l'Autorité des marchés financiers, M. Louis Morisset, nous fera un survol économique et abordera les deux thèmes de nos ateliers, soit les facteurs ESG et la transformation numérique du secteur financier. Puis, il échangera avec le ministre des Finances du Québec, M. Éric Girard, que nous avons le privilège de recevoir à nouveau cette année. Ensuite, nous poursuivrons avec l'allocution de M. Emmanuel Faber en différé. Son propos introduira le premier panel, soit celui des enjeux ESG, perspective de 3 fleurons québécois qui se distinguent par leur engagement en finances durables. S'ensuivra la pause et au retour, il y aura l'atelier Perspectives sur les risques et bénéfices des services financiers numériques pour les consommateurs. Une rediffusion de tout le rendez-vous sera disponible dans quelques jours sur notre chaîne YouTube. Aussi, vous recevrez par courriel un sondage. Vos commentaires et suggestions sont toujours des plus appréciés. Cela nous permet d'améliorer notre rendez-vous annuel et de mieux répondre à vos attentes. Nous vous remercions à l'avance. Et, advenant que vous souhaitiez faire reconnaître le rendez-vous comme formation auprès de votre ordre professionnel, n'oubliez pas de signer la feuille de présence à la toute fin de la journée à l'accueil. L'attestation vous sera transmise par courriel dans quelques jours. Alors, sans plus tarder, débutons notre rendez-vous 2022. J'invite notre président directeur général de l'Autorité des marchés financiers à prendre la parole, M. Louis Morisset. Merci beaucoup, Kim. Bonjour à toutes et à tous. Je vous souhaite tout d'abord à mon tour la bienvenue à cette 17e édition du Rendez-vous. Il fait vraiment plaisir de vous retrouver aujourd'hui en personne après 2 ans et demi de pandémie qui nous auront forcés à tenir nos dernières rencontres en mode virtuel. Le virtuel présente de grands avantages, mais aussi, comme nous le savons tous, certains inconvénients, dont celui d'éroder à la longue les relations humaines si importantes, entre autres, au maintien de la culture, au sentiment d'appartenance et à l'adhésion aux valeurs de nos entreprises. C'est d'ailleurs sans aucun doute l'un des grands défis auxquels nous faisons tous face avec le mode d'organisation du travail hybride qui s'est installé. L'Autorité a profondément à cœur sa relation avec vous, les intervenants de l'industrie financière québécoise, et c'est pourquoi la reprise en présentiel de notre rendez-vous aujourd'hui revêt autant d'importance à mes yeux. C'est une belle occasion pour nous de renouer des liens, de faire de nouvelles rencontres et d'échanger sur certaines des thématiques de l'heure. Je tiens tout d'abord à remercier chaleureusement M. Éric Girard pour sa présence parmi nous aujourd'hui et bien sûr le féliciter pour sa réélection et son second mandat à titre de ministre des Finances du Québec. Merci aussi à nos panélistes, Mesdames Kim Thomassin, Marie-Claude Dumas et Maria Cacheco, de même que Messieurs Guy Cormier, Dominique Sanson et Frédéric Laverdière-Pagé, d'avoir accepté de se joindre à nous aujourd'hui pour partager leurs perspectives et ainsi contribuer au succès de notre rendez-vous. Merci également à M. Emmanuel Faber, qui nous offrira des nouvelles fraîches sur l'avancement des travaux de l'ISSB, le Conseil des normes internationales d'information sur la durabilité. Grand merci à mes collègues qui sont à l'affiche aujourd'hui comme modérateurs ou participants au programme et à tous ceux et celles qui ont contribué dans l'ombre depuis des mois à la planification et la réalisation de l'événement. Et finalement, merci aux membres du conseil d'administration de l'Autorité pour leur appui de tous les instants et leurs conseils avisés au fil de la réalisation de notre mission. On se retrouve aujourd'hui dans un environnement profondément différent de celui dans lequel nous étions à pareille date l'an dernier. Alors qu'au moment où se tenait notre rendez-vous virtuel, les bourses approchaient de leur sommet historique, le Bitcoin se transigeait momentanément à plus de 67 000 $ américains et que les taux d'intérêt étaient toujours au plancher, nous évoluons actuellement dans un environnement économique et financier complètement transformé, avec des marchés boursiers passablement déprimés, couplés d'une forte inflation et des taux d'intérêt de plus en plus élevés. La reprise post-pandémique a surpris tout le monde,
tant par sa vigueur que par sa vitesse. La forte demande a engendré une accélération de l'inflation, accentuée par les problèmes dans les chaînes d'approvisionnement, la guerre en Ukraine et la crise de l'énergie qui en a résulté. Pour tenter de maîtriser cette inflation galopante et la ramener à un niveau compatible avec la stabilité des prix, les banques centrales, dont la Banque du Canada, ont augmenté très rapidement et de façon importante leur taux directeur, du jamais vu en 40 ans. La remontée des taux et le resserrement des conditions financières provoquent aujourd'hui un ralentissement économique généralisé, ce qui rend le risque d'une récession imminente de plus en plus probable. Le marché immobilier a considérablement ralenti la cadence et va sans doute continuer de ralentir au cours des prochains mois. L'incertitude économique se traduit aussi par une plus grande volatilité sur les marchés financiers. Les bourses ont fortement reculé cette année, la valeur des crypto-actifs s'est littéralement effondrée, et même des actifs, comme les obligations, qui généralement s'apprécient lorsque les bourses sont à la baisse, ont été ébranlés et ont perdu de la valeur en raison de la rapidité et de l'importance de l'augmentation des taux. Dans ce contexte, enfin, plusieurs entreprises et consommateurs font déjà et feront encore davantage face à des paiements beaucoup plus élevés sur leurs emprunts, ce qui ravive plusieurs risques au sein des institutions financières. Nous sommes tout de même confiants que malgré cet environnement incertain et volatile, le système financier québécois demeure sain et résilient, notamment grâce aux nombreuses mesures mises en place au lendemain de la grande crise financière. Nous réfléchissons malgré tout de manière continue à la meilleure façon d'agir pour l'intégrité du secteur financier, veiller à son bon fonctionnement et contribuer à ce qu'il demeure digne de la confiance du public. C'est d'ailleurs pourquoi nous avons mis en place une surveillance accrue des institutions financières que l'on encadre, et notamment quant à l'impact du resserrement du crédit sur la capacité à rembourser des particuliers et des entreprises les plus endettées. Nous surveillons aussi la capacité des assureurs à pleinement assumer leurs obligations à l'égard de leurs assurés dans ce contexte d'inflation élevée. Sur les marchés de valeurs, nous avons déployé une vigie nous permettant de suivre de plus près les activités des fonds d'investissement, entre autres ceux qui investissent dans des titres à revenus fixes, plus à risque dans l'environnement économique actuel. Nous gardons enfin un œil sur le comportement des consommateurs et des investisseurs qui, pour tenter de sortir d'une mauvaise posture, pourraient recourir à des sources alternatives de financement, comme des prêteurs privés non réglementés, ou encore favoriser des placements plus spéculatifs et plus risqués, comme des crypto-actifs. Nous continuerons donc à surveiller activement l'incidence du contexte économique sur le secteur financier québécois et réfléchirons à des solutions concrètes aux enjeux qui émergeront. Cela dit, après 2 années et demie de pandémie qui ont profondément transformé notre société, il y a 2 tendances irréversibles sur lesquelles j'aimerais particulièrement attirer votre attention aujourd'hui, en raison notamment de leur ampleur et du fait qu'elles continueront d'affecter notre quotidien pour les années à venir. Je pense en premier lieu à la transformation numérique des services financiers qui change profondément la façon dont les consommateurs interagissent avec l'industrie. Avec la pandémie, les consommateurs sont devenus plus autonomes. Ils se prévalent aujourd'hui massivement du vaste choix de services financiers numériques qui est mis à leur disposition. Il s'agit là d'un changement profond dans les habitudes de consommation qui se répercute sur nos vies, la vie de nos parents et celle de nos enfants, en procurant une multitude de bénéfices, mais aussi en faisant poindre plusieurs enjeux importants. Je vais y revenir tout à l'heure. J'aimerais commencer par vous parler brièvement de cette seconde tendance lourde qui suscite notre intérêt, la finance durable. La pandémie, les changements climatiques et les événements météo qui en découlent ont clairement démontré que des risques non financiers peuvent rapidement se transformer en risques financiers. Et ces risques nous incitent aujourd'hui, comme régulateurs, à agir de manière beaucoup plus affirmée. Quand on parle de finances durables, on fait référence à l'ensemble des activités financières qui tiennent compte des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance, comme moyen de promouvoir une croissance économique durable et la stabilité à long terme du système financier. La corrélation entre la valeur d'une entreprise à long terme et la prise en compte dans ses activités des facteurs ESG fait maintenant l'objet d'un consensus de plus en plus large. Un autre consensus qui se dégage encore aujourd'hui avec plus d'acuité est à l'effet que pour faire face au changement climatique, plusieurs entreprises, voire même des pans entiers de notre économie, doivent s'inscrire dans un mouvement de transition vers la carboneutralité.
Le secteur financier ne résoudra pas à lui seul l'enjeu des changements climatiques, mais il joue un rôle absolument essentiel pour soutenir l'économie réelle et accélérer la nécessaire transition. L'autorité contribue, elle aussi, à sa façon, aux efforts requis pour favoriser l'émergence d'un secteur financier durable et plus résilient. À titre d'exemple, pour permettre aux investisseurs d'avoir accès à de l'information complète, uniforme et comparable en ce qui a trait notamment au climat, nous avons travaillé avec nos partenaires des autorités canadiennes en valeurs mobilières pour développer un encadrement relatif à la divulgation d'informations liées aux risques et aux occasions climatiques. Nous étions parmi les tout premiers régulateurs en valeurs mobilières à travers le monde à proposer en octobre 2021 des obligations spécifiques sur le sujet. Le projet de règlement que nous avons soumis à la consultation est substantiellement aligné aux recommandations émises en 2017 par le TCFD, le Task Force on Climate-Related Financial Disclosures, qui se sont rapidement imposées comme un standard d'importance à l'échelle internationale. Depuis la fin de la période de consultation, en février dernier, les choses se sont toutefois bousculées sur la scène mondiale. En particulier, il y a eu la création de l'ISSB, dirigée par Emmanuel Faber, que nous aurons le plaisir d'entendre tout à l'heure, avec pour mission d'établir les fondations d'une base de référence mondiale pour l'information financière en matière de durabilité et la publication en mars dernier de projets de normes d'information sur le climat, tant par l'ISSB que par la Securities and Exchange Commission aux États-Unis. Les ACVM suivent actuellement de près le développement de ces deux initiatives pour, entre autres, en évaluer les incidences potentielles sur notre projet de règlement. Il est primordial pour nous d'en arriver à façonner un règlement qui cerne bien les besoins des marchés de capitaux canadiens et reflète la réalité des émetteurs d'ici, tout en tenant compte toutefois du consensus international et des attentes des investisseurs quant à l'obtention d'une information complète, uniforme et comparable sur les risques et les occasions climatiques. En parallèle, les préoccupations liées au climat et l'intérêt grandissant pour la considération des facteurs ESG favorisent l'émergence de nouvelles classes d'actifs dits verts, durables ou responsables, dont le cadre réglementaire est également en mutation sur la scène internationale. Ces produits financiers visent l'investissement dans la transition vers une économie mondiale plus sobre en carbone et globalement plus respectueuse de l'environnement et de certaines normes de gouvernance et sociale. Il existe aujourd'hui une foule d'expressions, de définitions et de stratégies relatives aux facteurs ESG qui semblent conçues pour répondre à des besoins différents. Cette situation peut toutefois engendrer une compréhension erronée de la part des investisseurs et limite la comparabilité entre les produits financiers quant à leur performance financière. Dans ce contexte, le risque d'éco-blanchiment est un enjeu que nous surveillons de plus en plus près. Nous avons d'ailleurs à cette fin publié en janvier dernier, avec nos collègues des ACVM, un avis du personnel établissant des attentes claires à l'égard de la divulgation et des pratiques des fonds qui ont des objectifs et des stratégies de placement basées sur les facteurs ESG. Dans un contexte où l'offre de produits verts, responsables ou durables ne cesse de croître, nous croyons que les investisseurs doivent pouvoir compter sur de l'information de qualité pour s'y retrouver et prendre des décisions d'investissement éclairées. Les risques liés au changement climatique sont évidemment aussi susceptibles d'affecter les institutions financières et c'est pourquoi nous travaillons également à renforcer leur résilience à l'égard de ceux-ci. Nous avons publié l'été dernier un rapport qui présente l'analyse des réponses de plus de 230 institutions financières qui font affaire au Québec, suite à un sondage que nous leur avons transmis sur la gestion des risques liés au changement climatique. On y révèle, entre autres, que malgré plusieurs initiatives mises de l'avant par les institutions, il existe des disparités importantes dans les pratiques en place pour mitiger ces risques. Ce constat nous indique un besoin d'uniformité et nous amènera, au cours des prochains mois, à préciser nos attentes à cet égard, comme l'a d'ailleurs fait le BSIF un peu plus tôt cette année. Nos actions en matière de finances durables visent aussi à faire évoluer les pratiques de gouvernance pour qu'elles répondent encore mieux aux enjeux d'aujourd'hui et à ceux de demain. Depuis maintenant 8 ans, nous exigeons que les émetteurs non émergents mettent en lumière la représentation des femmes au sein de leur conseil d'administration et de leur équipe de haute direction. Cet éclairage spécifique que nous avons requis
a permis de mieux outiller les investisseurs dans leur prise de décision d'investissement et dans l'exercice de leur droit de vote, et indirectement à favoriser la nomination de plus de femmes au sein des organes décisionnels des émetteurs. Par ailleurs, nous avons mené au cours de la dernière année des consultations pour bien cerner l'évolution récente des pratiques de gouvernance dans les entreprises et mieux comprendre les besoins d'information des investisseurs. Ces consultations ont nourri une importante réflexion que nous menons en ce moment sur la diversité au sein des conseils et des postes de haute direction. Il n'est plus à démontrer aujourd'hui que la diversité, sous ses nombreux aspects, favorise l'expression de perspectives et de points de vue différents et contribue à mitiger le risque de développer une pensée de groupe, un phénomène qui peut non seulement s'avérer nuisible, mais même fatal pour certaines entreprises. Rappelons-nous des cas de Enron ou de WorldCom, sans aucun doute parmi les exemples les plus éloquents. Nous ne croyons pas, par ailleurs, que ce soit notre rôle comme régulateur d'agir pour trancher des questions sociétales, comme celle de la sous-représentation de certains groupes désignés. Nous ne croyons pas non plus qu'une question aussi importante que celle de la diversité devrait être réduite à un simple exercice de conformité ou une approche, comme on dit en anglais, « tick the box ». Pour nous, la politique réglementaire en matière de diversité devrait d'abord et avant tout s'appuyer sur la légitimité, la crédibilité et la responsabilisation des conseils d'administration. L'encadrement réglementaire devrait servir, à notre avis, à jeter un éclairage sur la profondeur de la réflexion des administrateurs et des dirigeants et l'efficacité de la stratégie qu'ils décident d'adopter et de mettre en œuvre en matière de diversité. Et en fonction du contexte, également des valeurs et des aspirations qui sont propres à leur entreprise. À l'heure actuelle, diverses perspectives s'expriment sur l'approche à privilégier, tant au sein des ACVM qu'au sein des parties prenantes. Nous compterons donc sur une consultation au cours du premier semestre l'an prochain pour tenter de faire émerger un consensus. Je vous invite d'ailleurs à y réfléchir d'avance et à y participer. En résumé, j'ai abordé brièvement la question des informations liées au climat, au fonds ESG et à la diversité, mais ce ne sont là que quelques-uns des défis et des opportunités qu'offre la finance durable au secteur financier. J'ai qualifié un peu plus tôt la finance durable de tendance lourde. Je nous invite tous aujourd'hui à travailler ensemble pour que d'ici 5 ou 10 ans, nous n'en parlions plus comme une tendance, mais bien comme une réalité. Je l'évoquais tout à l'heure, la transformation numérique a profondément changé la façon dont les consommateurs interagissent avec l'industrie financière. Nous avons, comme régulateurs, les pieds bien ancrés dans le présent, mais nous croyons aussi essentiel d'avoir le futur en tête pour tenter d'anticiper les risques, tout en demeurant bien ouverts à l'innovation. Ceci, comme vous le savez, n'est pas qu'un simple téléphone, c'est plutôt un portail ouvert sur le monde. De notre téléphone intelligent, on accède aujourd'hui, sans faire le moindre pas, à un centre commercial avec une offre imbattable. Une salle de presse complète qui nous informe en continu des actualités qui nous intéressent. Un canal direct vers nos amis, les membres de notre famille, notre réseau d'affaires, avec qui on peut facilement interagir, et ce, où qu'ils se trouvent dans le monde. Et, vous l'aurez deviné, c'est aussi un portail vers une foule de services financiers dont nous avons tous besoin. Des services bancaires, de paiement, de courtage de valeurs mobilières, de gestion de finances personnelles, d'assurance, de comparaison de produits hypothécaires et j'en passe. Ces services nous suivent où que nous soyons. Ils sont personnalisés, disponibles de jour comme de nuit et de plus en plus diversifiés. Nous agissons tous pour maintenir de hauts standards d'intégrité et de protection des consommateurs dans notre secteur financier. Cependant, lorsqu'ils naviguent le Web, les consommateurs québécois, vos clients, ou pour les plus jeunes, vos futurs clients, ont bien sûr accès à votre offre de services en ligne, mais aussi à celle de plusieurs autres fournisseurs établis notamment ailleurs dans le monde, dont certains ne rencontrent pas ces mêmes standards ou sont carrément mal intentionnés. Les activités de vigie que l'on conduit à l'autorité nous ont amenés à nous intéresser davantage à ce vaste choix de services financiers numériques disponibles sur Internet, aux pratiques de marketing qui sont utilisées en ligne et à l'influence de ces pratiques et des médias sociaux sur la prise de décision des consommateurs. Nos constats et ceux de nos pairs internationaux sont préoccupants.
D'abord, le numérique est un terreau fertile à la fraude. Les fraudeurs profitent de l'anonymat du Web et d'un accès privilégié à notre quotidien, qu'ils observent facilement à partir de notre trace numérique. Ces données à la fois sensibles et révélatrices de notre vie privée, qu'on laisse tout bonnement derrière soi lorsqu'on navigue sur le Web ou qu'on utilise des applications mobiles. Ensuite, on observe notamment, sur des plateformes de négociation en ligne, des techniques de marketing numérique qui visent à influencer, parfois de manière subconsciente, la prise de décision des investisseurs. Ces techniques peuvent les amener à poser des gestes qui ne sont pas nécessairement dans leur intérêt, comme s'engager dans des opérations financières incompatibles avec leurs objectifs d'investissement ou encore leur tolérance au risque. Finalement, les jeunes consommateurs, ceux qui investissent de manière autonome et ceux qui investissent dans des crypto-actifs, adoptent de façon grandissante les médias sociaux comme source d'information ou de désinformation sur les produits et services financiers. Leurs décisions financières sont ainsi de plus en plus tributaires d'influenceurs financiers, ces individus qui se disent investisseurs aguerris et qui partagent généreusement leurs secrets pour faire fortune. Toutefois, dans la plupart des cas, ces finfluenceurs n'ont pas comme réel objectif d'informer adéquatement leur audience, mais plutôt de générer le plus grand nombre de vues ou de clics ou de profiter financièrement d'un buzz qu'ils contribuent à créer dans des titres ou des crypto-actifs dans lesquels ils ont eux-mêmes investi. Nous traitons de ces risques et bien d'autres encore dans un document de réflexion que nous publions aujourd'hui même et que vous pouvez consulter sur notre site Web. Un document dont je suis vraiment très fier, qui s'intitule « Perspectives sur les risques et bénéfices des services financiers numériques pour les consommateurs ». La numérisation des services financiers s'est grandement accélérée en raison de la pandémie, qui nous a temporairement reclus chacun chez soi et forcés à restreindre nos contacts de toutes sortes. Et on peut présumer qu'elle va s'accentuer encore davantage au cours des prochaines années avec l'important transfert de richesses des baby boomers vers la génération X, les milléniaux et la génération Z, des générations ayant toutes une préférence pour les canaux numériques. Il est donc, de notre perspective, essentiel d'aborder les enjeux auxquels font et feront encore davantage face les consommateurs dans un environnement de plus en plus numérique. Deux constats principaux se dégagent de nos réflexions. D'abord, la littératie financière traditionnelle ne suffit plus. Les consommateurs doivent aussi apprendre à utiliser les applications mobiles de façon sécuritaire, reconnaître la fraude en ligne, protéger leurs renseignements personnels et consentir à leur partage de façon éclairée. Ensuite, la prudence des consommateurs revêt aujourd'hui une importance fondamentale. Le volume sans cesse croissant d'informations véhiculées sur le Web et les médias sociaux, la désintermédiation de certains marchés comme celui des crypto-actifs et l'offre de services financiers numériques provenant d'entreprises établies dans des juridictions ayant un encadrement laxiste ou inexistant constituent des défis de taille pour tous les régulateurs, y compris, bien sûr, pour l'autorité. La vigilance des consommateurs, la vigilance de vos clients, s'avère donc la première ligne de défense face aux enjeux du numérique et doit donc, plus que jamais, se superposer aux efforts que nous déployons comme régulateurs, notamment en éducation financière et en sensibilisation. Par ailleurs, nous savons aujourd'hui que les consommateurs sont plus réceptifs aux messages d'éducation financière lorsqu'ils sont engagés dans une démarche d'achat. Je vous encourage donc à toujours tenter d'intégrer davantage d'éléments de littératie dans vos communications avec vos clients, spécialement les plus jeunes. Je nous invite tous enfin à agir ensemble et dès maintenant pour mieux outiller les consommateurs québécois face aux enjeux du numérique. Développer leur réflexe de vigilance est un investissement rentable pour l'intégrité du secteur financier d'aujourd'hui et celui de demain. En conclusion, nous nous retrouvons aujourd'hui dans un environnement économique transformé, incertain et hautement volatile. Mais le secteur financier québécois demeure sain et résilient et l'autorité suit avec attention les répercussions possibles de cet environnement changeant. Il est peu probable que les changements aux habitudes qui se sont cristallisés au cours des 2 dernières années et demie se renverseront dans le futur. La pandémie et les changements climatiques nous ont démontré que des risques non financiers peuvent devenir des risques financiers et avoir d'importantes répercussions sur l'économie et la société. En conséquence,
des changements durables doivent être entrepris, en commençant par l'intégration des aspects liés à la durabilité dans nos décisions et nos comportements financiers, que ce soit en tant qu'intervenant de l'industrie en fonction de nos rôles respectifs ou à titre d'investisseurs ou de consommateurs. L'impact de la transformation numérique des produits et services financiers sur nos vies est lui aussi durable. Les bénéfices de cette transformation sont multiples et bien réels, mais les risques également. Plus que jamais, il est essentiel de bien outiller les consommateurs pour les amener à accroître leur vigilance, par la littératie financière, mais dorénavant aussi par la littératie numérique. Et nos efforts combinés, les vôtres et les nôtres, feront assurément une énorme différence. Alors, je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite un excellent rendez-vous.